Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Des fleurs pour Algernon. De Daniel Keyes. Seizième partie. Compte rendu numéro 17. 3 octobre. C'est le déclin. J'ai des envies de suicide pour en finir avec tout, maintenant que j'ai encore le contrôle de moi-même et conscience du monde qui m'entoure. Mais alors, je pense à Charlie qui attend à la fenêtre. Je n'ai pas le droit de lui enlever sa vie. Je ne l'ai qu'empruntée pour un moment et maintenant, je dois la lui rendre. Je ne dois pas oublier que je suis la seule personne à qui cela soit jamais arrivé. Aussi longtemps que je le pourrai, il faut que je continue de noter mes pensées et mes sensations. Ces comptes rendus sont l'apport de Charlie à l'humanité. Je suis devenu nerveux et irritable. J'ai des disputes avec les locataires de l'immeuble parce que je fais marcher mon électrophone haute fidélité tard la nuit. Je le fais beaucoup depuis que j'ai arrêté de jouer du piano. Ce n'est pas bien de le faire marcher quelle que soit l'heure, mais il faut que je le fasse pour me tenir éveillé. Je sais que je devrais dormir, mais je ne veux pas perdre une seconde de mon temps de veille. Ce n'est pas simplement à cause des cauchemars, c'est parce que j'ai peur de lâcher. Je me dis que j'aurai bien le temps de dormir plus tard, quand ce sera la nuit. Mr. Vernor, de l'appartement du dessous, ne s'était jamais plaint de rien, mais maintenant il tape sans cesse sur les conduites du chauffage ou au plafond, et j'entends les coups sous mes pieds. Je les ai d'abord négligés, mais la nuit dernière, il est monté en robe de chambre. Nous nous sommes disputés et je lui ai claqué la porte au nez. 1 heure plus tard, il est revenu avec un policeman qui m'a dit que je ne devais pas faire jouer des disques aussi forts à 4 heures du matin. Le sourire satisfait de Vernor m'a tellement mis en fureur que c'était tout juste si j'ai pu me retenir de le frapper. Quand ils sont partis, j'ai démoli l'électrophone et tous les disques. De toute façon, je me faisais des idées. Je n'aime vraiment plus du tout ce genre de musique. 4 octobre. La plus étrange séance de psychothérapie que j'ai jamais eue. Strauss en a été bouleversé. Il ne s'était pas attendu à cela, lui non plus. Ce qui est arrivé, je n'ose pas appeler cela un souvenir, fut un phénomène psychique ou une hallucination. Je n'essaierai pas de l'expliquer ni de l'interpréter, mais je décrirai simplement ce qui s'est passé. J'étais énervé quand je suis entré dans son cabinet et il fit semblant de ne pas le remarquer. Je m'allongeai immédiatement sur le divan et lui, comme d'habitude, s'assit à côté, un peu en arrière de moi, juste hors de ma vue, et il attendit que commence l'épanchement rituel de tous les poisons accumulés dans mon esprit. Je jetai un coup d'œil vers lui, la tête renversée. Il paraissait fatigué, mollasse, et je ne sais pourquoi, il me rappela Matt assis dans son fauteuil de coiffeur, attendant des clients. Je fis part à Strauss de cette association. Il hocha la tête et resta muet. « Attendez-vous des clients ?» demandai-je. « Vous devriez faire transformer ce divan en fauteuil de coiffeur, et lorsque vous voudriez une association libre d'idées, vous installeriez votre client comme le fait le coiffeur pour lui passer du savon à barbe sur la figure. Quand les 50 minutes seraient écoulées, vous pourriez rebasculer le fauteuil en avant et lui tendre un miroir pour qu'il puisse voir quel aspect extérieur il a après que vous lui ayez rasé son moi intérieur. » Il ne dit rien, et, tout en me sentant honteux de la manière dont je lui parlais, je ne pouvais pas arrêter. « Alors, votre patient pourrait venir à chaque séance et dire « Enlevez un peu d'épaisseur à mon anxiété, pas trop court pour mon surmoi, s'il vous plaît. » Ou il pourrait même venir par un shampoing à la moelle. Pardon, de se faire shampouiner le moi. Ha ha, vous avez remarqué, docteur, ce lapsus? Moelle, moi. Pas loin, non? Est-ce que cela signifie que je désire être lavé de tous mes péchés? Naître à nouveau, est-ce un symbole de baptême ou rasons-nous de trop près? Est-ce qu'un idiot a un ça? J'attendais une réaction, mais il se déplaça simplement dans son fauteuil. « Êtes-vous éveillé ?» demandai-je. « J'écoute, Charlie. »« Vous écoutez seulement? Vous ne vous fâchez donc jamais? »« Pourquoi veux-tu que je me fâche contre toi ?» Je soupirai. Strauss, l'impassible, l'imperturbable. Il faut que je vous dise, j'en ai plus qu'assez de venir ici. À quoi sert maintenant cette psychothérapie? Vous savez aussi bien que moi ce qui va arriver.
Mais je crois que tu ne désires pas arrêter. Tu veux continuer jusqu'au bout, n'est-ce pas? Oh, c'est stupide, une perte de temps pour vous et pour moi. Je restais allongé dans la lumière atténuée du cabinet et je contemplais le dallage de carreaux d'insonorisation au plafond, des carreaux troués de milliers de petits trous qui absorbaient toutes les paroles, emmurées vivantes dans les petits trous du plafond. Je sentis ma tête devenir creuse. Mon esprit était vide et c'était inhabituel car, durant les séances de psychothérapie, il me fournissait toujours beaucoup d'éléments à communiquer. Rêves, souvenirs, associations d'idées à communiquer. Rêves, souvenirs, associations d'idées, problèmes. Mais à présent, je me sentais isolé et vide. Seul l'impassible Strauss respirait derrière moi. « Je me sens bizarre, dis-je. Tu veux m'en parler ?» Oh, comme il était adroit et subtil. Que diable faisais-je là au fond à faire absorber mes associations d'idées par de petits trous au plafond et de grands trous chez mon psychothérapeute? Je ne sais pas si je désire en parler, dis-je. Je ressens plus d'hostilité envers vous aujourd'hui que d'habitude. Puis je lui dis à quoi j'avais pensé. Sans le voir, je savais qu'il hochait la tête. C'est difficile à expliquer, repris-je. Une sensation que j'ai déjà éprouvée une fois ou deux, juste avant de perdre connaissance. Un creux dans la tête, tout s'intensifie, mais je sens mon corps glacé et engourdi. Continue. Il y avait dans sa voix une pointe de surexcitation. Quoi encore? Je ne sens plus mon corps. Je suis comme paralysé. J'ai la sensation que Charlie est tout près. Mes yeux sont ouverts. Ça, j'en suis sûr. Est-ce exact? Oui, grand ouvert. Et pourtant, je vois une lueur blanc-bleu sortir des murs et du plafond, se rassembler en une boule chatoyante. Maintenant, elle est suspendue dans l'air. Une lumière qui pénètre des forces dans mes yeux et dans mon cerveau. Tout dans la pièce resplendit. J'ai la sensation de flotter, ou plutôt de me dilater dans tous les sens. Et pourtant, sans avoir à regarder, je sais que mon corps est toujours étendu sur le divan. Est-ce là une hallucination? Charlie, cela va bien? Ou est-ce ce qu'ont décrit les mystiques? J'entends sa voix, mais je ne veux pas lui répondre. Cela m'ennuie qu'il soit là. Il faut que je fasse comme s'il n'y était pas, rester passif et laisser cela, quoi que ce soit, m'emplir de lumière et m'absorber en elle. Qu'est-ce que tu vois, Charlie? Qu'est-ce qu'il y a? Une sensation de monter, comme une feuille dans un courant ascendant d'air chaud, toujours plus vite. Les atomes de mon corps s'éloignent les uns des autres. Je deviens plus léger, moins dense, plus gros, plus gros. J'explose en me précipitant dans le soleil. Je suis un univers en expansion qui remonte vers la surface d'un océan silencieux. Petit d'abord, il englobe mon corps, la pièce, le bâtiment, la ville, le pays, jusqu'à ce que je sache que si je regarde vers le bas, je verrai mon ombre masquer toute la terre. Je suis léger et n'ai plus de sensations. Je suis à la dérive, en expansion à travers le temps et l'espace. Puis alors que je sens que je vais crever la croûte de l'existence comme un poisson volant qui jaillit de la mer, je suis attiré vers le bas. Cela m'ennuie, je voudrais me dégager. Au moment où je vais fusionner avec l'univers, j'entends des murmures aux limites du conscient, et cette traction à peine sensible me retient au monde fini, mortel d'en bas. Lentement, comme reculent les vagues, mon esprit en expansion se rétracte aux dimensions terrestres, sans que je le veuille, car je préférerais me perdre dans l'infini. Mais je suis attiré vers le bas, dans mon corps, et en un instant, je me retrouve sur le divan, réintégrant mon conscient dans l'enveloppe de ma chair. Et je sais que je peux remuer un doigt ou cligner un œil si je le veux, mais je ne veux pas bouger. Je ne bougerai pas. J'attends. Je reste passif, ouvert à tout ce que peut signifier cette expérience. Charlie ne veut pas que je crève le plafond de l'esprit. Charlie ne veut pas connaître ce qu'il y a au-delà. A-t-il peur de trouver Dieu ou de ne rien trouver? Tandis que j'attends là, étendu, un moment passe durant lequel je suis moi-même, en moi-même, et de nouveau, je perds toute conscience d'un corps ou d'une sensation. Charlie me tire de nouveau vers le bas, dans mon corps. Je regarde en moi, au centre de mon œil aveugle, cette tache rouge qui se transforme en une fleur aux multiples pétales, la fleur chatoyante, tournoyante, luminescente, qui est au plus profond du cœur de mon inconscient. Je me rétracte,
non pas au sens que les atomes de mon corps se resserrent et deviennent plus denses, mais comme une fusion, comme si les atomes de mon moi se fondaient en un microcosme. Il va se produire une énorme chaleur, une lumière insoutenable, l'enfer de l'enfer, mais je ne regarde pas la lumière, seulement une fleur qui se démultiplie, se dédivise pour revenir de la multiplicité à l'unité. Et pendant un instant, la fleur tourbillonnante se transforme en un disque doré tournoyant au bout d'une ficelle, puis en une bulle d'arc-en-ciel tournoyant. Finalement, je suis de retour dans la caverne où tout est silence et ténèbres, et je nage dans un labyrinthe humide à la recherche d'un je ne sais quoi qui me reçoive, m'étreigne, m'absorbe en lui, afin que je puisse commencer. Tout au bout, je vois de nouveau la lumière, une ouverture dans la plus obscure des cavernes, pour le moment minuscule et lointaine, comme si je la regardais par le mauvais bout d'une longue vue, puis brillante, aveuglante, chatoyante, et de nouveau une fleur aux multiples pétales, un lotus tournoyant qui flotte près du seuil de l'inconscient. À l'entrée de la caverne, je trouverai la réponse si j'ose y retourner et plonger dans la grotte de lumière qui est au-delà. Pas encore. J'ai peur. Pas de la vie ou de la mort ou du néant, mais de tout perdre comme si je n'avais jamais été. Et quand je m'engage dans l'ouverture, je sens la pression autour de moi qui me propulse par ondes violentes de spasmes vers la bouche de la caverne. Elle est trop petite, je ne peux pas passer. Et soudain, je suis projeté et reprojeté contre les parois et poussé de force à travers l'ouverture où la lumière menace de faire éclater mes yeux. De nouveau, je sens que je vais crever la croûte vers cette lumière glorieuse. C'est plus que je ne puis supporter. Une douleur comme je n'en ai jamais connue, et le froid, et la nausée, et ce grand bourdonnement au-dessus de ma tête, comme le battement de milliers d'ailes. J'ouvre les yeux, aveuglé par l'intense lumière, et je bats l'air de mes bras, et je tremble, et je hurle. J'en sortis grâce à l'assistance d'une main qui me secouait rudement. Le docteur Strauss. « Dieu merci, dit-il quand je le regardai dans les yeux. Tu m'as inquiété. » Je secouai la tête. « Je vais très bien. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. » Je me levai et chancelai en reprenant mon équilibre. La pièce semblait très petite. « Pas seulement pour aujourd'hui, dis-je. Je ne crois pas qu'il me faille d'autres séances. Je ne veux pas en voir davantage. » Il était décontenancé, et il ne tenta pas de me faire revenir sur cette décision. Je pris mon chapeau et mon pardessus, et je m'en allai. Et maintenant, les paroles de Platon me narguent dans les ombres sur la corniche au-delà des flammes. Les hommes de la caverne diraient de lui qu'il est monté et qu'il est redescendu sans ses yeux. 5 octobre. M'asseoir pour taper ces comptes rendus m'est difficile et je ne peux pas penser quand le magnétophone tourne. Je remets sans cesse ce travail toute la journée, mais je sais combien il est important et il faut que je le fasse. Je me suis promis que je ne dînerai pas avant de m'être assis et d'avoir écrit quelque chose, n'importe quoi. Le professeur m'a encore envoyé chercher ce matin. Il voulait que je vienne au labo pour quelques tests du genre de ceux que je faisais d'habitude. Sur le moment, j'ai pensé que c'était très normal puisqu'on me paie toujours et il est important que le dossier soit complet. Cependant, quand je suis arrivé au collège Beekman et que je m'y suis mis avec Burt, j'ai su que ce serait trop pour moi. D'abord, le labyrinthe sur le papier à suivre avec un crayon. Je me souvenais de ce que c'était auparavant, quand j'apprenais à le faire rapidement et quand je faisais la course avec Algernon. Je me rendais compte qu'il me fallait maintenant beaucoup plus longtemps pour sortir du labyrinthe. Burt avait la main tendue pour prendre le papier, mais je le déchirais et je jetais les morceaux dans la corbeille. Non, plus de ça, j'ai fini de courir dans le labyrinthe. Je suis dans une impasse à présent, et cela s'arrête là. Il avait peur que je m'enfuie, et il me calma. « Cela va bien, Charlie. Ne t'inquiète pas. » « Que voulez-vous dire par « ne t'inquiète pas » ? Vous ne savez pas ce que c'est. Non, mais je peux l'imaginer. Nous en sommes tous malades. Oh, gardez vos paroles. Laissez-moi simplement tranquille. Il était gêné, et je me rendis compte alors que ce n'était pas sa faute, et que je n'étais pas chic avec lui. Oh, je suis désolé de m'être mis en colère, dis-je. Comment cela va ici? Vous avez terminé votre thèse? Il hocha la tête. Je la fais retaper en ce moment. J'aurai mon doctorat en février. Bravo.
Je lui donnai une tape sur l'épaule pour montrer que je n'étais pas fâché contre lui. « Continuez, et il n'y a rien qui vaille mieux que d'avoir fait des études. Écoutez, oubliez tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je ferai tout ce que vous voudrez. Mais plus de labyrinthe, c'est tout. » Bon, Nemur aurait voulu un test de Rorschach. Pour voir ce qui se passe dans mes profondeurs, et qu'est-ce qu'il espère y trouver. Je devais avoir l'air très ému, car il recula. « On n'est pas obligé. Tu es ici volontairement. Si tu ne veux pas... » « Non, ça va bien. Allons-y. Donnez les cartes, mais ne me dites pas ce que vous découvrirez. » Il n'en avait pas besoin. J'en connaissais assez sur le Rorschach pour savoir que ce n'est pas ce que vous voyez dans les cartes qui compte, mais votre réaction en face d'elles. En les prenant dans l'ensemble ou par morceaux, avec des figures en mouvement ou immobiles, en prêtant une attention spéciale aux taches de couleur ou en les négligeant, avec beaucoup d'idées ou seulement quelques réponses stéréotypées. « Ce n'est pas valable, dis-je. Je sais ce que vous cherchez. Je connais le genre de réaction que je suis supposé avoir afin de créer une certaine image de ce qu'est mon esprit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de... » Il leva les yeux vers moi, attendant la suite. « Tout ce que j'ai à faire, c'est de... » Alors cela me frappa un coup de poing en plein visage. Je ne me souvenais plus de ce que j'avais à faire, comme si j'avais tout bien regardé sur le tableau noir de mon esprit, et que quand je me retournais pour le lire, une partie en avait été effacée, et le reste n'avait plus de sens. Je refusais d'abord d'y croire. Je passais les cartes en revue, affolé, si vite que mes mots s'étranglaient. J'aurais voulu mettre les taches d'encre en morceaux pour qu'elles révèlent leurs secrets. Quelque part dans ces taches se trouvaient des réponses que j'avais connues il y a peu de temps. Pas réellement dans les taches, mais dans la partie de mon cerveau qui leur donnait une forme et une signification et projetait mon empreinte sur elles. Et je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais pas me rappeler de ce que j'avais à dire. Tout oublié. Ça, c'est une femme, dis-je, à genoux, en train de nettoyer le plancher. Je veux dire, non, c'est un homme qui tient un couteau. » Et en le disant, je savais de quoi je parlais, et je voulus m'en éloigner et changer de direction. « De formes qui se disputent une poupée. Peut-être. Et l'une d'elles tire tellement qu'on dirait qu'elle va l'écarteler. Non, je veux dire que ce sont deux visages qui se regardent l'un l'autre à travers une fenêtre, et... » Je balayais les cartes de la table et je me levais. « Plus de tests! Je ne veux plus faire de tests !»« Très bien, Charlie. Nous allons en rester là pour aujourd'hui. »« Pas seulement pour aujourd'hui. Je ne reviendrai plus jamais ici. Quoi que ce soit qui reste en moi d'utile pour vous, vous pourrez le trouver dans mes comptes rendus. J'ai fini de courir dans le labyrinthe. Je ne suis plus un cobaye. J'en ai assez fait. Je veux qu'on me laisse tranquille maintenant. »« Très bien, Charlie. Je comprends. »« Non. Vous ne comprenez pas, parce que cela ne vous arrive pas à vous, et personne ne peut comprendre, sauf moi. Je vous ne le reproche pas, vous avez votre travail à faire, votre doctorat à obtenir, et... Ah oui, ne me le dites pas. Je sais que vous vous êtes voué à cela surtout par amour de l'humanité, mais encore avez-vous votre vie à vivre, et il se trouve que nous ne sommes plus au même étage. J'ai dépassé votre étage en montant, maintenant je le dépasse en descendant, et je ne crois pas que je reprendrai cet ascenseur. Disons-nous simplement adieu tout de suite. »« Mais ne crois-tu pas que tu devrais parler au docteur ? » ?»« Dites adieu à tout le monde pour moi, voulez-vous ? Je ne me sens plus le courage de les affronter à nouveau, ni les uns ni les autres. » Avant qu'il ait pu dire un mot ou tenter de m'arrêter, j'avais quitté le labo, pris l'ascenseur, et je sortis du collège Beekman pour la dernière fois. 7 octobre. Strauss est venu pour tenter de me revoir ce matin, mais je n'ai pas voulu ouvrir la porte. Je veux qu'on me laisse seul maintenant. C'est une étrange sensation que de prendre un livre qu'on a lu et aimé il y a quelques mois à peine et de découvrir qu'on ne s'en souvient plus. Je me rappelle combien j'avais trouvé Milton admirable. Quand je pris le Paradis perdu, je pus seulement me souvenir qu'il y était question d'Adam et Ève et de l'arbre de la science du bien et du mal, mais je n'arrivais plus maintenant à comprendre pourquoi. Je me levai, fermai les yeux, et je vis Charlie, moi, assis sous cet an, assis à la table de la salle à manger avec un livre de classe, apprenant à lire, répétant les mots avec sa mère auprès de lui, auprès de moi. Essaie encore une fois. « Regarde, Jack, cours. Regarde, Jack, regarde. » Non, pas regarde, Jack, regarde, c'est cours, Jack, cours. Elle montrait de son doigt. « Regarde, Jack, cours. Cours, Jack, regarde. » Non, tu ne fais pas attention. Essaie encore une fois.
Essaie encore une fois, essaie encore une fois, essaie encore une fois. Laisse-le tranquille, tu le terrorises. Il faut qu'il apprenne, il est trop paresseux pour faire attention. Cours, Jack, cours, cours, Jack, cours, cours, Jack, cours. Il est plus lent que les autres enfants, laisse-lui le temps. Il est normal, il n'y a rien qui cloche, il est simplement paresseux, je lui enfoncerai cela dans la tête jusqu'à ce qu'il apprenne. Cours, Jack, cours, cours, Jack, cours, cours, Jack, cours. Et alors, en levant les yeux de la table, il me sembla me voir par les yeux de Charlie tenant le paradis perdu. Et je m'aperçus que je cassais la reliure en tirant des deux mains, comme si je voulais déchirer le livre. J'en ai arraché le dos, j'ai empoigné une liasse de pages, et je les ai jetées avec le livre à travers la pièce dans le coin où étaient les disques brisés. Et il resta là, gisant avec ses pages déchirées qui semblaient se moquer de moi, comme des petites langues blanches, parce que je ne pouvais pas comprendre ce qu'elles disaient. Il faut que je m'efforce de garder en moi un peu de ce que j'ai appris. Je vous en prie, mon Dieu, ne me retirez pas tout. 10 octobre. Habituellement, je sors la nuit pour marcher au hasard à travers la ville. Je ne sais pas pourquoi. Pour voir des visages, je suppose. La nuit dernière, je n'arrivais plus à me rappeler où j'habitais. Un agent de police m'a ramené chez moi. J'ai l'étrange sensation que cela m'est déjà arrivé il y a longtemps. Je voudrais ne pas l'écrire, mais je me dis toujours que je suis le seul au monde à pouvoir décrire un pareil phénomène de désagrégation. Je ne marchais pas, je flottais dans l'espace, mais au lieu d'être clair et net, tout était recouvert d'une couche de grisaille. Je sais ce qui m'arrive, mais je n'y peux rien. Je marche ou je reste là sur le trottoir et je regarde les gens passer. Quelques-uns me regardent, d'autres non, mais personne ne me dit rien. Sauf une nuit où un homme s'est approché et m'a demandé si je voulais une fille. Il m'a emmené quelque part, il voulait 10 $ d'abord, et je les lui ai donnés, mais il n'est jamais revenu. Je me suis alors rendu compte que je n'étais qu'un imbécile. 11 octobre. Lorsque je suis rentré chez moi ce matin, j'ai trouvé Alice endormie sur le divan. Tout était nettoyé et au premier abord, j'ai cru que je m'étais trompé d'appartement, et puis j'ai vu qu'elle ne m'avait pas touché aux disques brisés, ni aux livres déchirés, ni aux partitions froissées dans le coin de la pièce. Le plancher craqua, elle s'éveilla et me regarda. « Bonjour, dit-elle en riant. Tu fais un drôle d'oiseau de nuit. Pas un oiseau de nuit, plutôt un oiseau fossile, un fossile idiot. Comment êtes-vous entré ici ?»« Par l'escalier de secours, par l'appartement de Faye. Je l'ai appelée pour avoir de tes nouvelles et elle m'a dit qu'elle était inquiète. Elle dit que tu te conduis bizarrement, que tu fais du tapage. J'ai décidé qu'il était temps que je fasse une apparition. J'ai mis un peu d'ordre, j'ai pensé que cela ne te ferait rien. »« Si, cela me fait beaucoup. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici se lamenter sur moi. » Elle se dirigea vers la glace pour se peigner. « Je ne suis pas ici parce que je me lamente sur toi, mais parce que je me lamente sur moi. »« Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Ça ne veut rien dire, dit-elle avec un haussement d'épaule. Ce n'est qu'une sorte de poème. Je voulais te voir. »« Le zoo ne vous suffit pas ?»« Oh, cela suffit, Charlie. Ne te dérobe pas. J'ai attendu assez longtemps que tu viennes à moi. J'ai décidé de venir à toi. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il reste encore du temps, et je veux le passer avec toi. C'est une chanson. »« Charlie, ne te moque pas de moi. »« Je ne me moque pas, mais je ne peux pas me payer le luxe de partager mon temps avec quelqu'un. Il m'en reste juste assez pour moi. »« Je ne peux pas croire que tu veuilles rester complètement seul. »« Si, nous avons passé un petit peu de temps ensemble avant de prendre contact. Nous avions des choses à nous dire, à faire ensemble. Cela n'a pas duré très longtemps, mais cela a compté. Écoute, nous savions ce qui pourrait arriver. Ce n'était pas un secret. Je ne suis pas partie, Charlie. J'ai simplement attendu. Tu es maintenant revenu à peu près au même niveau, n'est-ce pas ? Complètement déchaîné, je me mis à arpenter l'appartement. Mais c'est de la pure folie. Il n'y a plus rien à attendre. Je n'ose pas penser à l'avenir, mais seulement au passé. Dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours, qui diable le sait, je retournerai à l'asile Warren. Vous ne pourrez pas m'y suivre. Non, admit-elle, et je n'irai sans doute même pas t'y voir. Une fois que tu seras à l'asile, je m'efforcerai de mon mieux de t'oublier. Je ne prétends pas le contraire, mais jusqu'à ce que tu partes, il n'y a aucune raison pour que nous restions seuls, l'un et l'autre. Avant que je puisse prononcer un mot, elle m'embrassa avec fougue. Je la pris dans mes bras, elle posa sa tête sur ma poitrine, et assis, serrés l'un contre l'autre sur le divan, j'attendis, mais la panique ne vint pas. Alice était une femme,
Peut-être Charlie comprendrait-il maintenant qu'elle n'était ni sa mère ni sa sœur. Soulagé de savoir que j'avais dépassé un point critique, je poussai un soupir, car il n'y avait plus rien qui me retint. Ce n'était plus le moment de craindre ou de feindre, car cela ne pourrait jamais être ainsi avec une autre. Toutes les barrières étaient abattues. J'avais déroulé le fil qu'elle m'avait donné et trouvé le chemin qui menait hors du labyrinthe, là où elle m'attendait. Je la pris et la possédai plus profondément qu'avec mon corps seulement. Je ne prétends pas comprendre le mystère de l'amour, mais cette fois, c'était bien plus qu'un acte sexuel que la jouissance donnée par le corps d'une femme. C'était être soulevé de terre, au-delà de la peur et des tourments, faire partie d'une entité plus vaste que moi-même. J'étais arraché de la sombre caverne de mon esprit pour fusionner avec quelqu'un d'autre, exactement comme j'en avais eu la sensation l'autre jour sur le divan de psychothérapie. C'était le premier pas vers l'univers, au-delà de l'univers, dans lequel et avec lequel nous ne faisions plus qu'un pour recréer et perpétuer l'esprit humain. Expansion et explosion, rétraction et recommencement, c'était le rythme de la vie, de la respiration, du battement de cœur, du jour et de la nuit, et le rythme de nos corps mêlés éveillait un écho dans mon esprit. Il en avait été ainsi dans cette singulière vision. L'épais brouillard gris se levait dans mon esprit, et la lumière pénétrait mon cerveau, comme il est surprenant que la lumière puisse aveugler, et mon corps était réabsorbé dans un immense océan d'espace, lavé par un étrange baptême. Mon corps vibrait du bonheur de donner, et le sien du bonheur d'accepter. Nous nous aimâmes ainsi jusqu'à ce que la nuit cède devant une aube silencieuse, et couché là, près d'elle, je voyais maintenant combien l'amour physique était important, combien il nous était nécessaire d'être dans les bras l'un de l'autre, à donner et à prendre. L'univers explosait, chacune de ses particules s'écartait des autres, nous lançant dans un espace obscur et désert, nous arrachant éternellement l'un à l'autre, l'enfant à la matrice, l'amant à sa maîtresse, l'ami à l'ami, les éloignant l'un de l'autre, chacun suivant son chemin vers la cage ultime de la mort solitaire. Mais l'acte d'amour était la compensation, ce qui liait et retenait. De même que les marins, pour ne pas être emportés par-dessus bord dans la tempête, s'agrippent les mains afin de ne pas être arrachés les uns aux autres, de même nos corps unis formaient un anneau dans la chaîne humaine qui nous préservait d'être engouffrés dans le néant. À l'instant de tomber dans le sommeil, je me remémorais comment cela avait été entre Faye et moi, et je souris. Pas étonnant que cela ait été facile, cela n'avait été que physique. Avec Alice, c'était un mystère. Je me penchai sur elle et baisai ses yeux. Alice sait tout sur moi maintenant et accepte le fait que nous ne pourrons être ensemble que très peu de temps. Elle a admis de s'en aller quand je lui dirai de partir. Il m'est douloureux de penser à cela, mais je crois que ce que nous possédons est beaucoup plus que ce que la plupart des gens trouvent dans toute une vie. C'était Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. 16e partie. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.